Le 17 juillet 1991, la colonie de vacances du domaine de Beaupré, près d'Angers, comptait 32 enfants. Le soir du même jour, elle n'en comptait plus que 31. Julien Faure, 12 ans, avait disparu entre le dîner et l'extinction des feux. Aucun cri, aucune trace. Juste une fenêtre entr'ouverte au premier étage du bâtiment principal, donnant sur un champ de maïs que personne n'avait pensé à surveiller. Les gendarmes avaient fouillé pendant 6 jours. Ils avaient interrogé les moniteurs, les voisins, les passants. Rien. L'affaire avait été classée sans suite en 1994, faute d'éléments probants. Les parents de Julien avaient quitté la région. Le domaine de Beaupré avait fermé définitivement en 1996, après une série de scandales administratifs sans rapport avec la disparition. Le bâtiment principal, racheté par une association catholique, était resté inoccupé pendant 15 ans, jusqu'en 2011, lorsque des travaux de rénovation avaient commencé. Et c'est là, dans une cave scellée depuis 1991, que les ouvriers avaient découvert quelque chose qui ne devait pas exister, le sac à dos de Julien Faure. Il était intact, posé contre un mur, comme si quelqu'un l'avait déposé là la veille. À l'intérieur, les affaires de l'enfant. Une lampe torche, un carnet de notes, une montre arrêtée à 22h15 et une photo Polaroid que personne n'avait jamais vue. Une photo prise dans cette cave, la nuit de la disparition, avec un détail impossible, une ombre debout derrière Julien, nette, humaine, mais sans visage identifiable. Cette découverte a rouvert une enquête que tout le monde croyait enterrée. Mais certaines questions n'ont toujours pas de réponse. Avant de continuer, nous avons besoin de votre aide pour comprendre qui regarde cette histoire. Dites-nous dans les commentaires, quelle est votre ville et quelle heure est-il chez vous en ce moment? Cela nous permet de savoir où et quand nos récits voyagent. Et si cette affaire vous intrigue autant qu'elle nous a intrigués en la documentant, pensez à vous abonner et à laisser un like. Chaque soutien nous aide à continuer ce travail d'investigation et de mémoire. Maintenant, revenons à notre histoire. Revenons à ce mois de juillet 1991 et à ce qui s'est réellement passé à Beaupré. Le domaine de Beaupré se situait à une dizaine de kilomètres au sud d'Angers, dans une zone semi-rurale, encore préservée du tourisme de masse. Une ancienne ferme rénovée, entourée de champs cultivés et de bois épars. L'endroit avait été transformé en centre de vacances dans les années 70 par une association laïque locale. 3 bâtiments, le principal, qui abritait les dortoirs et la salle commune, une annexe pour les moniteurs et une grange aménagée en atelier créatif. Le tout sur 4 hectares clos, avec un portail qui fermait mal. L'ambiance générale était celle d'une colonie ordinaire, sans prétention. Des enfants de classes populaires et moyennes. Des activités basiques. Rien d'exceptionnel. Jusqu'à cette nuit-là. Julien Faure était arrivé le 10 juillet avec son groupe, en provenance de Nantes. C'était sa 2e colonie. L'année précédente, il était parti dans les Vosges. Ses parents, Thierry et Isabelle Faure, avaient confiance dans ce type de structure. Julien était un enfant calme, sans antécédents de fugue ou de troubles comportementaux. Bon élève, passionné de nature. Il tenait un journal où il dessinait des insectes et notait leurs caractéristiques. Ce carnet sera retrouvé 20 ans plus tard dans son sac, avec une dernière page datée du 17 juillet. Une phrase manuscrite. « Il y a quelque chose dans la cave, je vais voir. » Écriture hésitante. Aucune suite. Le soir du 17, tout s'était déroulé normalement selon les témoignages. Le dîner avait eu lieu à 19h. Puis une veillée avec chants et jeux collectifs. Extinction des feux à 21h30. Les moniteurs avaient fait leur tournée habituelle vers 22h. Julien était dans son lit. Il partageait une chambre avec 3 autres garçons. L'un d'eux, Mathieu Rousseau, se souviendra plus tard que Julien lui avait parlé d'un bruit étrange entendu la nuit précédente. Un bruit sourd, régulier,
comme des coups donnés sous le plancher. Mathieu n'y avait pas prêté attention. Il s'était endormi. Lorsqu'il s'était réveillé vers minuit pour aller aux toilettes, le lit de Julien était vide. Mathieu n'avait rien signalé immédiatement. Il avait pensé que Julien était aux toilettes lui aussi. Ce n'est qu'au petit déjeuner, le lendemain matin, que l'absence avait été remarquée. Le moniteur principal, Pascal Fournier, 29 ans, avait d'abord cru à une farce, puis à une fugue. Les recherches avaient commencé vers 9 heures, d'abord dans l'enceinte du domaine, puis dans les champs alentours. À 11 heures, les gendarmes avaient été prévenus. À 14 heures, un hélicoptère survolait la zone. À 18 heures, les parents de Julien arrivaient d'urgence à Angers. Ils ne reverraient jamais leur fils. Les enquêteurs avaient rétabli un périmètre de recherche de plusieurs kilomètres. Ils avaient interrogé tous les habitants du secteur. Un témoin avait signalé avoir vu un véhicule suspect stationné près du portail du domaine vers 23 heures, mais le signalement était trop vague pour être exploitable. Une camionnette blanche, peut-être bleue, avec ou sans inscription. Rien de plus. Les chiens n'avaient rien trouvé. Aucune piste. Aucun indice matériel. Julien Faure s'était volatilisé, comme si la terre l'avait avalé. Et pendant 20 ans, personne n'avait compris comment ni pourquoi, jusqu'à ce qu'un ouvrier enfonce une porte dans une cave oubliée. L'enquête initiale avait été menée par la brigade de gendarmerie d'Angers, sous la direction du capitaine Serge Roux, 42 ans à l'époque, un homme méthodique, formé à l'ancienne, qui avait traité l'affaire comme un enlèvement probable. Les premières 48 heures avaient été cruciales. Toutes les routes avaient été surveillées. Tous les pédophiles fichés de la région avaient été contrôlés. Aucun élément suspect n'avait émergé. Serge Roux avait orienté ses recherches vers l'hypothèse d'une fugue volontaire, malgré le profil peu compatible de Julien. Mais les jours passaient, et le garçon demeurait introuvable. Le capitaine avait fini par admettre qu'il ne comprenait pas. C'était la première fois de sa carrière qu'un enfant disparaissait sans la moindre trace. Les parents, Thierry et Isabelle Faure, avaient été auditionnés longuement. Thierry, employé municipal à Nantes, avait un alibi solide. Il était en déplacement professionnel à Rennes le soir du 17. Isabelle, secrétaire dans un cabinet médical, était chez elle avec leur fille cadette, Émilie, alors âgée de 8 ans. Rien dans leur comportement n'avait éveillé de soupçons. Ils étaient effondrés. Isabelle avait craqué lors du 3e interrogatoire. Elle répétait en boucle la même question. Pourquoi Julien serait-il sorti de son lit en pleine nuit? Il avait peur du noir. Il ne se levait jamais seul. Quelque chose ou quelqu'un avait dû le pousser dehors. Mais quoi? Mais qui? Les moniteurs avaient été interrogés individuellement. Pascal Fournier, le responsable, avait 29 ans. Ancien éducateur sportif, il travaillait pour l'association depuis 4 ans. Casier vierge. Aucun antécédent problématique. Il s'était montré coopératif, presque trop selon certains enquêteurs. Il avait fourni tous les documents, tous les plannings, toutes les autorisations parentales. Il avait même proposé de passer un détecteur de mensonges, ce qui n'avait pas été jugé nécessaire. Les 3 autres moniteurs, 2 femmes et un homme, avaient également été blanchis. Sandrine Lambert, Céline Faure et Bruno Morel. Tous en règle, tous choqués. Tous incapables d'expliquer comment un enfant avait pu disparaître sous leur surveillance. Les autres enfants avaient été auditionnés avec précaution en présence de leurs parents. Mathieu Rousseau, le camarade de chambre de Julien, avait répété plusieurs fois son témoignage. Julien avait parlé de bruits étranges, des coups sous le plancher. Mathieu avait pensé à des rats ou à la tuyauterie. Julien, lui, semblait intrigué. Il avait dit vouloir vérifier. Mais quand? Comment? Mathieu ne savait pas. Il dormait. Lorsqu'on lui avait demandé si Julien avait des ennemis ou des peurs particulières, Mathieu avait secoué la tête. Non, Julien était gentil, discret. Il aimait dessiner. Il collectionnait des cailloux. Il parlait peu. Voilà tout. Un autre enfant,
Lucas Gauthier, 9 ans, avait mentionné quelque chose de troublant. Le matin du 17, Julien lui avait montré une clé, une vieille clé rouillée, trouvée près de la grange. Lucas se souvenait que Julien avait dit « Je sais où elle va ». Mais il n'avait pas précisé. Lucas avait oublié cet épisode jusqu'à l'audition. Les enquêteurs avaient cherché cette clé. Ils avaient fouillé les affaires de Julien, son casier, son lit. Rien. La clé avait disparu. Ou peut-être n'avait-elle jamais existé. Les enfants inventent, les enfants se trompent. Les gendarmes avaient noté l'information sans lui accorder trop d'importance. Une erreur. Peut-être la première d'une longue série. Les fouilles s'étaient intensifiées durant la première semaine. Le domaine avait été passé au peigne fin. Chaque bâtiment, chaque recoin, chaque cave accessible. Oui, accessible, car certaines caves ne l'étaient pas. L'une d'elles, située sous le bâtiment principal, avait été condamnée dans les années 70 lors de travaux de mise aux normes. Trop humide, trop dangereuse. La porte avait été murée. Personne n'y pensait plus. Personne ne se souvenait même de son existence. Les plans du domaine, consultés par les enquêteurs, ne la mentionnaient pas. Elle avait été oubliée. Et avec elle, peut-être, la vérité sur ce qui était arrivé à Julien Faure. Le 24 juillet, après une semaine de recherches infructueuses, le dispositif avait été réduit. Les parents étaient rentrés à Nantes. Les autres enfants avaient été rapatriés. La colonie avait été officiellement fermée pour le reste de l'été. Pascal Fournier avait démissionné. Sandrine Lambert avait quitté la région. Bruno Morel avait changé de métier. Seule Céline Faure, sans lien de parenté avec Julien, était restée dans le secteur. Elle travaillait désormais comme assistante sociale à Angers. En 2011, lorsque le sac avait été retrouvé, elle avait été la première contactée par les enquêteurs. Elle ne se souvenait presque plus de Julien. 20 ans avaient passé. Mais elle se souvenait de cette nuit, de l'angoisse, du silence. Elle avait dit « On a cherché partout, partout sauf là ». Les médias s'étaient emparés de l'affaire durant quelques semaines. Disparition mystérieuse en colonie de vacances. Où est Julien ? Les journaux locaux avaient publié des appels à témoins. Une émission nationale avait diffusé le portrait de l'enfant. Rien n'avait abouti. Quelques fausses pistes, des témoignages farfelus. Un homme prétendant avoir vu Julien à Bordeaux, un autre à Lyon, tous vérifiés, tous invalidés. Julien Faure était devenu un fantôme, une affaire froide. Un dossier classé, jusqu'à ce qu'un coup de pioche dans une cave scellée ne fasse ressurgir ce que tout le monde voulait oublier. En 1994, l'enquête avait été officiellement close, classée sans suite. Les parents avaient tenté de relancer la procédure à plusieurs reprises, sans succès. Le capitaine Serge Roux avait pris sa retraite en 1998. Il était décédé en 2007. Il n'avait jamais oublié Julien. Sa veuve racontera plus tard qu'il en parlait encore parfois, qu'il disait « J'ai raté quelque chose ». Mais quoi ? Il avait emporté cette question dans la tombe, et pendant 13 ans encore, personne n'avait eu de réponse. Personne ne savait que Julien Faure avait laissé un dernier message, dans un carnet, dans un sac, dans une cave que personne ne devait rouvrir. Le domaine de Beaupré avait été vendu en 1996 à l'association Sainte-Thérèse, une structure catholique gérant des centres de retraite spirituelle. Ils avaient racheté le site pour une bouchée de pain. L'affaire Faure avait entaché la réputation du lieu. Personne ne voulait y envoyer ses enfants. L'association avait projeté d'y installer un lieu de prière et d'accueil, mais les fonds manquaient. Le bâtiment principal était resté fermé, abandonné. Les mauvaises langues disaient qu'il était hanté. Qu'on y entendait des bruits la nuit, des pas, des pleurs d'enfants. Les voisins évitaient de s'approcher. Le domaine était devenu une ruine, un symbole, le tombeau d'une énigme non résolue. En 2011, l'association avait enfin obtenu des subventions pour rénover le bâtiment. Une entreprise locale,
les établissements Legrand, avaient été chargés des travaux. Le 14 mars 2011, 3 ouvriers étaient descendus dans les sous-sols pour vérifier les fondations. Ils avaient remarqué une anomalie dans un mur, une partie plus récente, maçonnée différemment. Derrière, une porte métallique, condamnée, scellée. Ils avaient forcé l'entrée. Et là, dans une cave d'environ 15 mètres carrés, ils avaient trouvé le sac, posé contre le mur du fond, comme si quelqu'un l'avait déposé là la veille. Intact, impossible, et pourtant réel. L'alerte avait été donnée immédiatement. Les ouvriers avaient compris qu'ils venaient de découvrir quelque chose d'important. Le contremaître, Philippe Thomas, 58 ans, avait prévenu la gendarmerie vers 10h30. Une patrouille était arrivée sur place 20 minutes plus tard. Le sac avait été identifié grâce aux initiales brodées sur la poche avant. J.F. Julien Faure. Les gendarmes avaient sécurisé la scène. La brigade criminelle d'Angers avait été saisie dans l'après-midi. À 17h, le procureur de la République ordonnait la réouverture de l'enquête. 20 ans après, une décision rarissime. Mais les circonstances l'exigeaient. Ce sac ne pouvait pas être là par hasard. Le commandant de police judiciaire chargé de l'affaire s'appelait Vincent François, 43 ans, 15 ans d'expérience en criminel. Il avait étudié le dossier d'origine durant plusieurs jours avant de retourner sur place. Ce qui le frappait d'abord, c'était l'état du sac. Aucune trace d'humidité, aucune moisissure, aucune dégradation, comme s'il avait été protégé, ou comme s'il n'était pas resté là pendant 20 ans. Mais alors, comment expliquer qu'il soit dans une cave scellée depuis 1991? Les ouvriers avaient confirmé, le mur était intact. Aucune brèche, aucune ouverture. Personne n'avait pu entrer ou sortir depuis la condamnation de la cave. L'expertise technique avait été confiée au laboratoire de la police scientifique de Nantes. Les résultats étaient déroutants. Le sac contenait plusieurs objets personnels de Julien Faure, une lampe torche Maglite, encore fonctionnelle, un carnet de notes relié en cuir brun, rempli de dessins d'insectes et d'observations naturalistes, une montre Casio numérique, arrêtée à 22h15, une barre de céréales entamée, un paquet de mouchoirs et une photo Polaroid. Cette photo allait devenir l'élément central de l'enquête. Elle représentait Julien Faure, debout dans la cave, tenant sa lampe torche. Derrière lui, une ombre humaine, grande, massive, mais floue, impossible à identifier. Les experts avaient analysé le cliché pendant des semaines. L'appareil utilisé était un Polaroid 600, modèle courant dans les années 90. La datation du papier photographique confirmait une fabrication compatible avec l'époque. Mais qui avait pris cette photo? Julien était seul sur l'image. L'appareil avait dû être tenu par quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui se tenait derrière lui. Quelqu'un dont l'ombre apparaissait sur le mur. Les techniciens avaient tenté d'améliorer le contraste, d'agrandir l'ombre, de distinguer des traits. Rien de concluant. Juste une silhouette. Humaine, probablement, mais sans visage, sans détails exploitables. Le carnet de Julien avait également été examiné. Les dernières pages contenaient des notes manuscrites, des dates, des observations. Et cette phrase finale, datée du 17 juillet 1991, « Il y a quelque chose dans la cave, je vais voir ». L'écriture était tremblante, hésitante, comme si Julien avait écrit dans l'obscurité ou sous le coup d'une émotion forte. En dessous, un dessin sommaire, un plan rudimentaire. On y distinguait le bâtiment principal, la grange, et une flèche pointant vers une zone souterraine. Avec une annotation, porte cachée, clé trouvée. La clé, celle dont Lucas Gauthier avait parlé en 1991, elle existait donc. Les enquêteurs avaient cherché cette clé dans la cave, en vain. Soit elle avait disparu, soit Julien ne l'avait jamais eue avec lui. Ou alors, quelqu'un l'avait récupérée. Mais qui? Et pourquoi? Vincent François avait refait tous les interrogatoires.
Il avait reconvoqué les anciens moniteurs. Pascal Fournier vivait désormais à Lyon, où il travaillait comme formateur dans une association sportive. Il s'était montré coopératif, mais visiblement perturbé. Il avait dit « Je ne comprends pas. Cette cave était condamnée. Personne ne pouvait y entrer. Comment Julien a-t-il fait ?» Bonne question. Personne n'avait de réponse. Sandrine Lambert, l'ancienne monitrice, avait quitté la France en 1995. Elle vivait au Canada, à Montréal, où elle travaillait dans l'éducation spécialisée. Elle avait accepté un entretien téléphonique. Elle se souvenait vaguement de Julien, un enfant discret, curieux, passionné par la nature. Elle avait évoqué un détail troublant. Quelques jours avant la disparition, Julien lui avait demandé si des gens avaient vécu dans le domaine avant la colonie. Elle avait répondu que oui, c'était une ancienne ferme. Julien avait insisté. « Et il y a eu des morts ?» Sandrine avait trouvé la question étrange. Elle avait ri. Elle ne savait pas. Julien n'avait plus abordé le sujet. Bruno Morel, le troisième moniteur, avait changé de vie. Il était devenu photographe indépendant. Il vivait à Bordeaux. Il avait accepté de rencontrer Vincent François dans un café en avril 2011. Il avait raconté qu'il se sentait coupable depuis 20 ans, qu'il aurait dû mieux surveiller, qu'il aurait dû comprendre. Comprendre quoi? Il ne savait pas. Juste une intuition. Julien n'était pas comme les autres enfants. Il observait. Il posait des questions. Il semblait chercher quelque chose. Quoi? Bruno ne l'avait jamais su. Et maintenant, il était trop tard. Julien était mort. Forcément mort. Personne ne survit 20 ans disparu. Céline Faure, l'ancienne monitrice restée dans la région, avait été la plus précise. Elle se souvenait de Julien avec une clarté troublante. Elle avait dit « Il avait un regard intense, comme s'il voyait des choses que nous ne voyions pas. » Elle avait évoqué un incident survenu 2 jours avant la disparition. Julien s'était approché d'elle pendant une activité. Il lui avait demandé si elle croyait aux fantômes. Elle avait ri. Non, bien sûr que non. Julien avait insisté. Mais si on entend des voix dans un endroit vide, c'est quoi? Céline avait pensé à l'imagination débordante d'un enfant. Elle n'avait pas insisté. Elle le regrettait désormais. Les parents de Julien avaient été informés de la découverte le 15 mars 2011. Thierry et Isabelle Faure s'étaient rendus à Angers dès le lendemain. Ils avaient identifié formellement le sac, les objets, le carnet. Ils avaient pleuré. 20 ans d'attente, 20 ans d'espoir fou. Et maintenant, cette confirmation terrible, leur fils était bien entré dans cette cave. Mais qu'était-il devenu ensuite? Isabelle avait fixé la photo Polaroid pendant de longues minutes. Elle avait murmuré « Qui est derrière lui? Qui a pris cette photo ?» Vincent François n'avait pas de réponse. Pas encore. Mais il allait chercher. Il avait promis. Une question demeurait centrale. Comment Julien était-il entré dans cette cave scellée? Les plans d'origine du domaine avaient été exhumés des archives municipales. Ils confirmaient l'existence d'une cave sous le bâtiment principal. Cette cave avait été condamnée en 1976, officiellement pour des raisons de sécurité. Les fondations étaient instables, des fissures menaçaient. Un mur avait été érigé, une porte métallique installée, puis scellée. Mais les plans montraient aussi quelque chose d'autre. Un passage. Un ancien conduit de ventilation reliant la cave à la grange. Ce conduit avait été obstrué lors des travaux, mais peut-être pas complètement. Peut-être qu'un enfant déterminé aurait pu s'y faufiler. Vincent François avait ordonné une exploration complète du domaine. Une équipe de spéléologues avait été sollicitée pour examiner les sous-sols. Le 22 avril 2011, après plusieurs jours de travaux, ils avaient localisé le conduit mentionné sur les plans. Il partait de la grange, descendait en pente douce et aboutissait dans la cave scellée. Le passage était étroit, très étroit, à peine 50 cm de diamètre, obstrué par des gravats, des planches pourries et des toiles d'araignée. Mais pas totalement bloqué.
Un enfant mince aurait pu se glisser à l'intérieur, avec une lampe torche, et du courage, ou de l'inconscience. Les spéléologues avaient dégagé le conduit sur toute sa longueur, environ 15 mètres. Ils avaient trouvé des traces de passage récents. Récent, dans ce contexte, signifiait 20 ans auparavant. Des fibres textiles accrochées à des aspérités, des éraflures sur les parois, et surtout, à mi-chemin, une empreinte de chaussures enfantines, une basket, pointure 36. Julien Faure chaussait du 36. L'analyse comparative avec les photos d'époque confirmait une compatibilité probable. Julien était passé par là. Il avait rampé dans ce conduit. Il était descendu dans la cave, volontairement, seul. Mais pourquoi? La clé. Tout tournait autour de cette clé. Julien l'avait trouvée près de la grange. Il avait compris qu'elle ouvrait quelque chose. Mais quoi? Les enquêteurs avaient fouillé la grange. Ils avaient découvert, dissimulé derrière un panneau de bois vermoulu, une trappe. Une trappe donnant accès au conduit. Cette trappe était fermée par un cadenas rouillé. Un cadenas qui pouvait être ouvert avec une clé de type ancien. Une clé comme celle que Julien avait trouvée. Tout se mettait en place. Julien avait découvert ce passage secret. Il avait décidé d'explorer. Il avait attendu la nuit. Il s'était levé après l'extinction des feux. Il avait rejoint la grange. Il avait ouvert la trappe. Il était descendu. Mais que cherchait-il? Vincent François avait relu le carnet. Les dessins, les annotations. Julien s'intéressait aux insectes, aux animaux, aux phénomènes naturels, mais aussi, visiblement, à l'histoire du domaine. Plusieurs pages contenaient des questions manuscrites. Qui habitait ici avant? Pourquoi la cave est fermée? Qu'est-ce qu'on cache? Des questions d'enfants curieux, ou des questions d'enfants ayant perçu quelque chose d'anormal. Les moniteurs avaient-ils remarqué cette curiosité? Apparemment non. Ou ils ne s'en souvenaient plus. 20 ans effacent beaucoup de détails. Les archives locales avaient été consultées. Le domaine de Beaupré avait une histoire ancienne. Construit au XVIIIe siècle, il avait appartenu à une famille de fermiers prospères, les Moreau. Ils avaient exploité la terre pendant plusieurs générations. Jusqu'en 1943. Cette année-là, la ferme avait été réquisitionnée par l'occupant allemand. Les Moreau avaient été expulsés. Certains disaient qu'ils avaient été déportés. D'autres qu'ils avaient fui vers le sud. Personne ne savait exactement. Après la guerre, la propriété avait été rachetée par la municipalité, transformée en centre aéré, puis en colonie de vacances. L'histoire semblait banale, mais peut-être qu'il y avait autre chose. Un historien local, Alain Bernard, 68 ans, avait été interrogé. Il connaissait bien la région. Il avait écrit plusieurs ouvrages sur l'occupation allemande en Maine-et-Loire. Il avait évoqué une rumeur jamais confirmée. Selon certains témoignages d'après-guerre, les Allemands auraient utilisé la cave du domaine pour entreposer des munitions, ou des documents, ou des objets confisqués aux populations locales. Personne ne savait précisément. Après la libération, la cave avait été vidée, puis condamnée, officiellement pour des raisons de sécurité, mais peut-être aussi pour autre chose, pour oublier, pour sceller ce qui ne devait pas être révélé. Julien avait-il découvert quelque chose en rapport avec cette histoire? Avait-il trouvé des traces du passé, des objets, des documents? Le sac ne contenait rien de tel, juste ses affaires personnelles. Et la photo, cette photo troublante. Vincent François l'avait fait analyser par des experts en photographie historique. Ils avaient confirmé que le cliché avait été pris dans la cave. Les murs correspondaient, le sol également, mais l'ombre demeurait inexpliquée. Certains experts avaient suggéré un effet d'optique, un reflet, une double exposition. D'autres parlaient d'une présence réelle. Quelqu'un se tenait derrière Julien au moment du cliché. Quelqu'un qui avait pris la photo. Quelqu'un que Julien connaissait, ou qu'il venait de rencontrer.
Les analyses ADN avaient été pratiquées sur tous les objets du sac. Les résultats montraient des traces génétiques de Julien Faure, confirmées par comparaison avec les prélèvements conservés depuis 1991, mais aussi des traces d'un autre individu, non identifié, présentes sur la poignée de la lampe torche et sur la couverture du carnet. Quelqu'un avait touché ces objets, quelqu'un dont le profil génétique ne correspondait à aucune personne fichée, ni les moniteurs, ni les autres enfants, ni les ouvriers de 2011. Un inconnu, présent dans cette cave en juillet 1991, avec Julien, puis disparu, comme le garçon. Les médias s'étaient de nouveau emparés de l'affaire. Le mystère Julien Faure ressurgit 20 ans après. Un sac retrouvé dans une cave scellée relance l'enquête. Les journaux publiaient la photo Polaroid, floutée pour préserver la sensibilité de l'image. Les chaînes de télévision diffusaient des reportages, les réseaux sociaux s'enflammaient, des centaines de théories circulaient. Enlèvement, crime rituel, passage secret vers un réseau souterrain. Certains évoquaient même des phénomènes paranormaux. Vincent François avait refusé de commenter ces spéculations. Il travaillait, méthodiquement, rationnellement. Il cherchait la vérité, pas la sensation. Une piste inattendue avait émergé en juin 2011. Un ancien voisin du domaine, Guy David, 73 ans, s'était présenté spontanément à la gendarmerie. Il habitait une petite maison à 500 mètres du domaine. Il se souvenait de juillet 1991. Il se souvenait aussi d'autre chose. Quelques jours avant la disparition de Julien, il avait remarqué un homme rôdant près de la grange, un homme d'une cinquantaine d'années, vêtu d'un pantalon sombre et d'une veste kaki. Guy l'avait interpellé. L'homme avait répondu qu'il cherchait un chien perdu. Puis il était reparti. Guy n'y avait plus pensé, jusqu'à maintenant. Cet homme avait-il un lien avec la disparition? Pourquoi rôdait-il près de la grange? Connaissait-il l'existence du passage secret? Vincent François avait fait établir un portrait robot à partir des souvenirs de Guy David. Le portrait était flou, imprécis. Un homme d'âge moyen, cheveux courts, carrure moyenne. Rien de distinctif. Le portrait avait été diffusé dans la presse. Plusieurs témoins s'étaient manifestés. Certains pensaient reconnaître un ancien employé municipal. D'autres, un routier de passage. D'autres encore, un habitant décédé depuis. Aucune piste solide, juste des hypothèses. Comme toujours dans cette affaire, des hypothèses, des questions, et aucune réponse définitive. Les fouilles de la cave avaient continué pendant plusieurs semaines. Les enquêteurs cherchaient des indices supplémentaires, des traces de lutte, du sang, des vêtements, n'importe quoi pouvant expliquer ce qui était arrivé à Julien après qu'il soit descendu dans cette cave. Ils n'avaient rien trouvé, rien d'autre que le sac, comme si Julien s'était volatilisé. Encore une fois, la cave ne contenait aucun autre accès, aucune sortie dérobée. Aucun passage vers l'extérieur hormis le conduit par lequel l'enfant était arrivé. Alors comment avait-il disparu? Et qui avait déposé son sac là, contre ce mur, 20 ans durant? L'enquête avait pris une nouvelle direction en août 2011. Vincent François avait décidé de reconstituer les dernières heures de Julien Faure avec une précision chirurgicale. Il avait fait revenir sur place tous les témoins encore vivants. Mathieu Rousseau, désormais âgé de 32 ans, ingénieur à Tours, avait accepté de participer. Il s'était tenu dans l'ancienne chambre, devenue une pièce vide et poussiéreuse. Il avait fermé les yeux. Il avait essayé de se souvenir. Julien s'était levé vers 22h15. Il avait enfilé ses chaussures. Il avait pris sa lampe torche. Il était sorti sans bruit. Mathieu l'avait vu. Mais il ne s'était pas inquiété. Pas immédiatement. La reconstitution avait permis d'établir une chronologie probable. 22h15. Julien quitte le dortoir. 22h20. Il rejoint la grange en traversant la cour intérieure.
personne ne le voit. Les moniteurs sont dans leur annexe. Les autres enfants dorment. 22h25. Il ouvre la trappe avec la clé trouvée quelques jours plus tôt. Il descend dans le conduit. 22h40. Il atteint la cave. Il allume sa lampe. Il explore. Et là, quelque chose se passe. Quelque chose qui va sceller son destin. Mais quoi exactement? C'était la question que tout le monde se posait. Vincent François avait fait appel à un profileur criminel. Antoine Mercier, psychologue spécialisé dans les affaires de disparition d'enfants. Antoine avait étudié le dossier pendant plusieurs jours. Son analyse était troublante. Selon lui, Julien n'était pas descendu par simple curiosité. Il cherchait quelque chose de précis. Les annotations dans son carnet le prouvaient. Il posait des questions sur l'histoire du domaine, sur les anciens occupants, sur les secrets cachés. Julien avait peut-être découvert une information ou entendu une rumeur, quelque chose qui l'avait poussé à explorer cette cave interdite, quelque chose qui lui avait coûté la vie. Peut-être. Antoine Mercier avait également analysé la photo Polaroid. L'ombre derrière Julien posait problème. Si quelqu'un avait pris cette photo, pourquoi? Pour garder un souvenir? Pour documenter quelque chose? Ou pour autre chose? Antoine penchait pour une hypothèse glaçante. La personne derrière Julien était là par hasard. Ou par rendez-vous. Julien avait peut-être rencontré quelqu'un dans cette cave. Quelqu'un qui y venait régulièrement. Quelqu'un qui connaissait l'existence du passage. Quelqu'un qui n'aurait pas dû être là. Un adulte. Un homme. Celui que Guy David avait aperçu près de la grange quelques jours avant. Cette hypothèse avait été creusée. Les enquêteurs avaient recherché tous les individus ayant eu accès au domaine avant juillet 1991. Anciens employés, fournisseurs, artisans. Une liste d'une 50aine de noms avait été établie. Chacun avait été localisé, interrogé ou écarté s'il était décédé. Parmi eux, un nom avait retenu l'attention. Daniel Robert. 68 ans en 2011, ancien gardien du domaine entre 1975 et 1985. Il avait participé aux travaux de condamnation de la cave en 1976. Il connaissait donc l'existence du passage. Il connaissait la configuration des lieux. Il savait. Daniel Robert vivait à Angers, dans un petit appartement du centre-ville. Il avait été convoqué en septembre 2011. L'interrogatoire avait duré 6 heures. Daniel s'était montré coopératif. Trop coopératif, selon certains enquêteurs. Il se souvenait très bien de la cave. Il confirmait qu'elle avait été condamnée pour des raisons de sécurité. Il confirmait aussi l'existence du conduit. Mais il affirmait l'avoir obstrué lui-même avec des planches et du ciment. Personne n'aurait dû pouvoir passer. Sauf qu'un enfant déterminé, avec les bons outils, aurait pu dégager le passage. Daniel admettait cette possibilité, mais il niait toute implication dans la disparition de Julien. Les vérifications avaient été faites. Daniel Robert avait un alibi pour la nuit du 17 juillet 1991. Il était en vacances en Bretagne avec sa femme, Françoise Robert. Ils avaient séjourné dans un camping à Carnac. Les registres du camping confirmaient leur présence. Plusieurs témoins se souvenaient d'eux. Daniel ne pouvait pas être l'homme aperçu par Guy David. Il ne pouvait pas être dans cette cave avec Julien. L'alibi était solide, trop solide, pensaient certains. Mais sans preuve contraire, Daniel avait été blanchi. Il était reparti chez lui. L'enquête continuait. Ailleurs. Autrement. Une autre piste avait été explorée. Celle d'un réseau souterrain inconnu. Les plans du domaine montraient la cave condamnée. Mais peut-être existait-il d'autres cavités, d'autres passages, des tunnels oubliés datant de l'époque de la construction, ou creusés ultérieurement. Une équipe de géophysiciens avait été sollicitée. Ils avaient réalisé des sondages radars dans tout le sous-sol du bâtiment principal. Les résultats avaient révélé des anomalies, des vides, des creux, mais rien de suffisamment grand pour constituer un passage praticable.
Rien qui puisse expliquer comment Julien avait pu sortir de cette cave, s'il en était sorti. Car une hypothèse terrible commençait à s'imposer. Julien n'était peut-être jamais sorti de cette cave. Peut-être était-il mort là, dans l'obscurité, quelques heures ou quelques jours après y être descendu. Accident, malaise, panique, épuisement. Les causes possibles ne manquaient pas, mais alors, où était son corps? Les fouilles avaient été exhaustives. Chaque centimètre carré de la cave avait été inspecté. Aucun reste humain, aucune trace organique, aucun indice de décomposition. Julien n'était pas mort dans cette cave, ou alors quelqu'un avait fait disparaître son corps. Mais comment et pourquoi laisser le sac? Vincent François avait consulté des experts en criminologie. Plusieurs scénarios avaient été envisagés. Premier scénario, Julien rencontre quelqu'un dans la cave. Cette personne le tue, volontairement ou accidentellement. Elle fait disparaître le corps. Elle laisse le sac pour brouiller les pistes. Mais pourquoi laisser des preuves? Pourquoi ne pas tout faire disparaître? Deuxième scénario, Julien trouve quelque chose dans la cave. Un objet, un secret. Il est surpris par quelqu'un qui ne veut pas que ce secret soit révélé. Il est enlevé, emmené ailleurs. Le sac est abandonné sur place. Mais là encore, pourquoi? Troisième scénario, le plus troublant. Julien descend dans la cave. Il explore. Il prend des photos avec un appareil trouvé sur place ou apporté par quelqu'un. Il découvre quelque chose d'effrayant. Il panique. Il tente de remonter par le conduit. Mais il se blesse. Il reste coincé. Il meurt. Son corps est découvert plus tard par la personne qui venait régulièrement dans cette cave. Cette personne fait disparaître le corps. Elle conserve le sac. Puis, des années après, elle le rapporte. Par remords ou par folie, cette hypothèse était celle qu'Antoine Mercier privilégiait, mais elle restait invérifiable, sans corps, sans preuve, sans aveu. L'enquête s'était enlisée à nouveau en fin d'année 2011. Malgré tous les efforts, malgré toutes les pistes explorées, malgré la réouverture du dossier, Julien Faure demeurait introuvable, vivant ou mort. Personne ne savait. Les parents avaient été tenus informés de chaque avancée, chaque impasse, chaque désillusion. Isabelle Faure avait demandé à voir la cave. Vincent François avait accepté. Elle était descendue en novembre 2011. Elle s'était tenue là où son fils s'était tenu 20 ans plus tôt. Elle avait pleuré. Elle avait dit « Il est venu ici. Il était seul. Il avait peur. Et personne ne l'a entendu. » Personne, en effet. Personne n'avait entendu ces cris. 6 cris il y avait eu. Les analyses génétiques avaient été approfondies. L'ADN inconnu retrouvé sur les objets du sac avait été comparé à des milliers de profils. Aucune correspondance. La personne n'était fichée nulle part, ni en France, ni en Europe. Soit elle n'avait jamais été arrêtée, soit elle était décédée, soit elle vivait quelque part, anonyme, ignorant que la police la recherchait, ou sachant parfaitement, et se taisant, par peur, par culpabilité, par calcul. Vincent François avait fait diffuser un appel à témoins spécifique. Si vous étiez au domaine de Beaupré en juillet 1991, si vous avez des informations, contactez-nous. Plusieurs personnes s'étaient manifestées. Aucune n'avait apporté d'éléments décisifs. En janvier 2012, une dernière tentative avait été faite. Vincent François avait organisé une confrontation entre tous les anciens moniteurs. Pascal Fournier, Sandrine Lambert, revenus spécialement du Canada, Bruno Morel et Céline Faure. Ils s'étaient retrouvés dans les locaux de la gendarmerie d'Angers, 21 ans après les faits. L'atmosphère était lourde. Chacun portait le poids de cette disparition. Chacun se sentait, d'une manière ou d'une autre, responsable. Vincent avait posé une question simple. L'un d'entre vous sait-il quelque chose qu'il n'a jamais dit? Le silence avait duré plusieurs minutes. Puis Céline avait parlé.
Elle avait raconté quelque chose qu'elle avait gardé pour elle pendant 21 ans. Quelque chose qu'elle pensait insignifiant à l'époque, mais qui, à la lumière des découvertes récentes, prenait un sens nouveau. La veille de la disparition, le 16 juillet, elle avait surpris une conversation entre Julien et un homme qu'elle ne connaissait pas. Elle passait près de la grange vers 18 heures. Elle avait entendu des voix. Elle s'était approchée. Julien parlait avec un homme d'une 50aine d'années. Cheveux courts, veste kaki. L'homme expliquait quelque chose à Julien. Elle n'avait pas entendu précisément, mais elle avait perçu des mots. Cave, secret, histoire. Céline ne s'était pas inquiétée. Elle avait pensé à un parent ou à un visiteur autorisé. Elle n'avait pas signalé l'incident. Elle était repartie. Le lendemain, Julien avait disparu. Et Céline avait oublié cet épisode, ou refoulé, jusqu'à maintenant. Vincent François avait bondi. Pourquoi n'avait-elle jamais parlé de cela? Céline avait éclaté en sanglots. Elle ne savait pas. Elle avait eu peur. Peur d'être accusée de négligence, peur de perdre son travail, peur d'aggraver la situation. Alors elle s'était tue, pendant 21 ans. Et maintenant, elle crachait enfin la vérité. Trop tard, beaucoup trop tard. Ce témoignage changeait tout. L'homme aperçu par Guy David, l'homme parlant avec Julien, il ne faisait qu'un. Cet homme connaissait l'existence de la cave. Il en avait parlé à Julien. Il l'avait peut-être incité à y descendre. Pourquoi? Quelle était son intention? Voulait-il montrer quelque chose à l'enfant? Ou le piéger? Vincent avait immédiatement lancé un nouvel appel à témoins, avec une description précise. Homme d'environ 50 ans en 1991, cheveux courts, veste kaki, vu rôdant près de la grange, vu parlant avec un enfant, connaissant l'histoire du domaine. Qui était-il? D'où venait-il? Que voulait-il? Plusieurs pistes avaient été proposées. Un ancien occupant du domaine, un descendant de la famille Moreau, un collectionneur d'objets historiques cherchant des traces de l'occupation allemande, un individu obsédé par le passé du lieu, ou simplement un prédateur, un homme ayant repéré un enfant seul, ayant gagné sa confiance, l'ayant attiré dans un piège. Cette dernière hypothèse était la plus glaçante, mais aussi la plus probable. Les profileurs consultés s'accordèrent sur ce point. L'homme avait manipulé Julien. Il l'avait convaincu de descendre dans la cave. Il l'attendait là, où il l'avait suivi. Et ensuite, le pire était arrivé. Les recherches dans les archives locales avaient été intensifiées. Les registres de l'état civil, les listes électorales, les actes notariés, tout ce qui pouvait identifier un homme répondant au signalement, ayant un lien avec le domaine. Un nom était ressorti, Michel Martin. 72 ans en 2012, ancien instituteur à Angers, à la retraite depuis 1995. Il avait enseigné dans une école à 2 kilomètres du domaine de Beaupré, entre 1981 et 1995. Il connaissait le secteur. Il passait régulièrement à proximité. Et surtout, il avait un casier judiciaire. Une condamnation en 1988 pour atteinte sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans. 3 ans de prison, libéré en 2001. Michel Martin avait été interpellé le 9 février 2012, chez lui, dans un pavillon discret d'un quartier résidentiel d'Angers. Il vivait seul, pas de famille, pas de proches, juste lui et ses souvenirs. Vincent François l'avait interrogé pendant 12 heures. Michel avait nié. Il ne connaissait pas Julien Faure. Il n'était jamais allé au domaine de Beaupré. Il n'avait jamais parlé à un enfant près d'une grange. Il mentait. Vincent le savait. Mais sans preuve matérielle, sans témoin formel, il ne pouvait rien faire. Michel avait été placé en garde à vue, puis relâché, faute d'éléments suffisants. Il était reparti chez lui, libre, impuni, peut-être coupable. Les analyses ADN avaient été refaites. Un prélèvement buccal avait été effectué sur Michel Martin.
comparé avec l'ADN inconnu trouvé sur les objets du sac. Résultat, aucune correspondance. L'ADN n'était pas celui de Michel. Il n'avait donc pas touché ces objets. Ou alors, il avait porté des gants. Ou alors, ce n'était tout simplement pas lui. Vincent François était frustré. Tout semblait pointer vers Michel Martin. Le profil, l'âge, le casier, la proximité géographique. Mais les preuves manquaient, comme toujours dans cette affaire. Des indices, des soupçons, mais aucune certitude, aucune vérité absolue. Michel Martin était décédé en 2014. Crise cardiaque, à 74 ans. Il avait emporté ses secrets avec lui, s'il en avait. Vincent François avait assisté aux obsèques. De loin. Il voulait voir, observer. Peut-être qu'un détail lui aurait échappé. Peut-être que quelqu'un présent à l'enterrement aurait su quelque chose. Mais il n'y avait personne. Juste le prêtre et 2 employés municipaux. Michel Martin était mort seul, comme il avait vécu. Et l'affaire Julien Faure restait en suspens, encore, toujours. L'enquête avait été officiellement classée sans suite une seconde fois en 2015. Vincent François avait pris sa retraite en 2016. Il avait quitté la police avec un regret immense, celui de n'avoir jamais élucidé cette affaire. Il continuait à penser à Julien, à ce garçon de 12 ans disparu dans une cave, à cette photo troublante, à cette ombre inexpliquée. Il avait gardé des copies du dossier. Il les relisait parfois. Il cherchait encore, en vain. Julien Faure était devenu pour lui une obsession, une blessure qui ne guérirait jamais, comme pour les parents, comme pour tous ceux qui avaient approché cette histoire. En 2018, une nouvelle information était apparue. Un article dans un journal local évoquait la démolition prochaine du domaine de Beaupré. Le bâtiment principal, trop vétuste, allait être rasé. L'association Sainte-Thérèse avait renoncé à le rénover. Les coûts étaient trop élevés, le lieu était maudit, personne n'en voulait. Les travaux de démolition avaient commencé en juin 2018. Les ouvriers avaient détruit les étages supérieurs, puis le rez-de-chaussée, puis les fondations. Et là, en creusant, ils avaient trouvé quelque chose qui avait relancé toutes les questions. Un squelette, un petit squelette, enterré à 3 mètres de profondeur, sous la cave scellée. Le squelette avait été exhumé le 23 juin 2018. Les analyses anthropologiques avaient confirmé qu'il s'agissait d'un enfant. Âge estimé, entre 10 et 13 ans. Sexe, masculin. Ancienneté, environ 25 à 30 ans. Les tests ADN avaient été pratiqués. Comparaison avec les prélèvements de Thierry et Isabelle Faure. Résultat positif. C'était Julien Faure, mort depuis 1991, enterré là, sous la cave, dans un espace que personne n'avait pensé à fouiller. Parce que personne ne savait qu'il existait. Un vide entre les fondations et la terre. Un espace créé lors de la construction. Un espace oublié. Un tombeau parfait. Les conclusions de l'expertise médico-légale avaient été rendues en octobre 2018. Cause de la mort, traumatisme crânien. Julien avait reçu un coup violent à l'arrière du crâne. Il était mort sur le coup, ou quelques minutes après. L'analyse des fractures suggérait une chute, ou un coup porté avec un objet contondant. Impossible de trancher. Les vêtements retrouvés avec le squelette correspondaient à ceux que Julien portait la nuit de sa disparition. Un t-shirt bleu, un short beige, des baskets blanches. Tout était là, tout sauf la clé, la fameuse clé rouillée. Elle n'avait jamais été retrouvée. Peut-être l'avait-elle perdue en chemin. Peut-être quelqu'un l'avait-elle récupérée. Les enquêteurs avaient reconstitué les événements probables. Julien descend dans la cave par le conduit. Il explore. Il prend une photo avec un appareil Polaroid. Qui a pris cette photo? Peut-être un retardateur. Peut-être quelqu'un d'autre. Julien découvre un passage vers le vide sous les fondations. Il s'y aventure. Il glisse. Il tombe.
Il se fracasse le crâne. Il meurt, seul, dans le noir. Personne ne l'entend. Personne ne vient. Son corps reste là, des jours, des semaines. Puis quelqu'un découvre le cadavre. Peut-être l'homme à la veste kaki. Peut-être un autre visiteur clandestin de la cave. Cette personne panique. Elle ne peut pas signaler la mort sans s'impliquer. Alors elle enterre le corps. Là, dans le vide. Elle remonte. Elle prend le sac de Julien. Elle le dépose dans la cave, comme un dernier hommage, ou comme une relique. Puis elle scelle le secret, pour toujours. Cette version était celle que les autorités avaient retenue. Mort accidentelle, dissimulation de cadavre. Mais l'identité de la personne ayant enterré Julien restait inconnue. L'ADN sur les objets du sac n'avait jamais été identifié. Michel Martin était mort. Guy David également, en 2017. Daniel Robert en 2019. Tous ceux qui auraient pu savoir étaient partis, emportant leur secret, leur silence, leur culpabilité. Julien Faure avait enfin été retrouvé. Mais le mystère de sa mort restait entier. Qui avait pris cette photo? Qui avait enterré son corps? Qui connaissait l'existence de ce vide sous les fondations? Personne ne le saurait jamais. L'affaire avait été classée définitivement en décembre 2018, sans coupable, sans justice, juste une tombe et des questions sans réponse. Thierry et Isabelle Faure avaient pu enfin enterrer leur fils. Une cérémonie sobre avait eu lieu à Nantes en janvier 2019. Julien reposait désormais dans le caveau familial, 27 ans après sa disparition. Ses parents avaient vieilli. Thierry était malade, Isabelle aussi. Mais ils avaient tenu pour savoir, pour comprendre, pour ramener Julien chez eux. Mission accomplie, dans la douleur, dans l'incompréhension, mais accomplie. Le domaine de Beaupré avait été entièrement rasé. Un terrain vague demeurait à sa place. Personne ne voulait y construire quoi que ce soit. Le lieu était marqué, hanté, oublié. Comme tant d'autres endroits où des drames se sont joués, où des vies se sont brisées, où des mystères resteront à jamais irrésolus. Aujourd'hui encore, certaines nuits, les gens du coin évitent de passer près de cette parcelle vide. Ils disent qu'on y entend parfois des bruits, des coups sourds, réguliers, comme si quelqu'un cherchait encore à sortir.